On peut apprendre à un chien à pister une piste, à traquer un suspect ou à rester immobile sous les coups de feu. Mais on ne peut pas lui apprendre à mentir. C'est pourquoi, lorsque Duke, un chien policier retraité de 5 ans, plus marqué par les cicatrices que par les médailles, est entré dans le salon de la famille Patterson et a refusé de quitter des yeux un cadre photo accroché au mur, l'inspectrice Anna Keller a compris que quelque chose clochait. Pas peut-être faux, pas la peine de vérifier plus tard faux. Quelque chose dans cette maison cachait une vérité, et le chien la sentait. 18 jours s'étaient écoulés depuis la disparition d'Emily Patterson, 16 ans, de sa maison de banlieue de Pine Bluff, en Pennsylvanie. Aucun signe d'effraction. Aucune trace de lutte, aucune demande de rançon, rien. Elle avait tout simplement disparu. Ses parents, Ted et Melissa Patterson, ont raconté qu'elle était allée courir ce matin-là et qu'elle n'était jamais revenue. La ville s'est mobilisée, des équipes de recherche ont ratissé les bois et des camionnettes de reportage sont restées garées devant leur allée pendant plus d'une semaine. Mais l'affaire était classée sans suite. Aucune piste, aucun suspect. C'est alors que l'inspectrice Keller est intervenue et elle n'est pas venue seule. Elle a amené Duke. Ce n'était pas le genre de chien policier impeccable et rutilant qu'on voit dans les vidéos de communication. Duke était un militaire à la retraite, réaffecté aux forces de l'ordre dans le cadre d'un programme pilote pour chiens souffrant de stress post-traumatique au combat. Il avait une oreille déchirée, un œil gauche trouble et une cicatrice déchiquetée sur la cage thoracique qui semblait avoir sa propre histoire. Mais son nez fonctionnait toujours comme s'il avait été créé par Dieu dans un seul but, trouver ce que les autres oubliaient. Keller avait travaillé avec suffisamment d'animaux pour se fier à l'instinct de Duke au plus de la moitié des détectives de son équipe. Et en ce lundi matin frais, alors qu'ils entraient dans la maison de style colonial apparemment parfaite des Patterson, elle le sentait déjà dans l'air. La mère pleurait. Le père serrait la main trop fort. Le golden retriever de la famille levait à peine la tête du canapé. La maison sentait le nettoyant à la lavande et le stress. Ils montèrent à l'étage et inspectèrent la chambre de la fille. Rien d'inhabituel. Un lit bien rangé, un ordinateur portable ouvert, des posters de groupes indépendants au mur, quelques manuels scolaires ouverts sur le bureau. Mais quand Duke atteignit le salon en sortant, il se figea. Son corps se raidit, ses oreilles se dressèrent, ses yeux se fixèrent. Au-dessus de la cheminée, un grand paysage était accroché au mur, une prairie au coucher du soleil, très paisible, très oubliable. Mais Duke ne bougeait pas. Il grogna doucement, du fond de sa gorge non pas comme s'il sentait le danger, mais comme si quelque chose clochait. Keller lui jeta un coup d'œil, puis au tableau. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon ?» Il ne détourna pas le regard. Elle s'approcha et posa doucement la main sur le cadre. En bois massif, lourd. Il ne semblait pas suspect. « Melissa » appela Keller à la mère, « ça te dérange si je te demande où tu as trouvé ça ?»« Oh, ce vieux truc, » dit Melissa en faisant sonner ses mains. « C'est la tante de Ted qui l'a peint il y a des années. On l'a depuis toujours. » Keller haussa un sourcil. « Puis-je le retirer pour l'examiner de plus près ?» Melissa hésita un instant, puis sourit. « Bien sûr. » Keller souleva prudemment le cadre et regarda derrière. Rien, juste du plaque de plâtre. Elle tapota doucement le mur. Creux. Duke cessa de grogner, mais continua de fixer la maison. Keller se fit une remarque, repensée à cette histoire. Mais sans mandat ni motif apparent, elle ne pouvait pas forcer le salon d'une famille sur une simple intuition, même s'il était très poilu et grognon. Elle remercia donc les Patterson, nota la visite et retourna au commissariat avec Duke. Il n'avait pas trouvé Emily. Mais quelque chose dans cette maison n'était pas ce qu'il semblait être. Les jours suivants, Keller ne put s'ôter cette image de la tête, Duke figé devant ce tableau, comme s'il essayait de parler. Elle parcourut à nouveau le dossier aux chronologies, déclarations, appels téléphoniques, rien ne collait. Le dernier appel d'Emily provenait d'un sentier voisin 1 heure après son prétendu départ pour un jogging, mais il n'y avait ni témoin, ni caméra. Et il y avait autre chose qui clochait. Ted Patterson, le père, avait modifié sa version à 2 reprises lors des entretiens.
Il avait d'abord affirmé être chez lui au départ d'Émilie. Plus tard, il avait affirmé être à la quincaillerie, mais aucun reçu, aucun témoin, aucune caméra ne l'avait confirmé. Keller se renversa dans son fauteuil et se frotta les tempes. « Tu es prêt à repartir, Duc ?» Il remua la queue. Ce mercredi-là, Keller frappa de nouveau à la porte des Patterson. Mélissa répondit, l'air fatigué et pâle. « Juste une question complémentaire, dit Keller. Elle ne mentionna pas le comportement de Duc, ce n'était pas nécessaire. À l'intérieur, tout semblait pareil, les mêmes bougies parfumées, les mêmes sourires forcés. Mais le tableau avait disparu. « Où est la prairie ?» demanda Keller d'une voix ferme. « Oh, on l'a démonté, » dit Mélissa en clignant des yeux trop vite. Ted a dit qu'il était tordu et qu'il voulait accrocher autre chose. Pourquoi? Le pouls de Keller s'accéléra. Elle entra dans le salon, les yeux scrutant le mur. À la place du tableau était accroché un grand portrait de famille, visage souriant, lumière chaleureuse. Mais Duc se fichait des sourires. Il grogna de nouveau, mais cette fois non pas contre le mur, mais contre le portrait. « Mélissa, » dit Keller d'une voix calme mais ferme, « il faut que je voie le tableau. » « Où est-il ? » Je crois que Ted l'a mis au garage, dit-elle lentement. « Je peux le prendre. Je viens avec toi. » Ils entrèrent dans le garage, encombré et sombre. Contre le mur du fond, à moitié recouvert d'un vieux drap, se dressait le portrait. Keller s'approcha et le retourna. Vissée au dos du cadre en toile se trouvait une petite clé magnétique. Son cœur fit un bond. « Savez-vous ce que cela débloque ? » « Non, » dit Mélissa trop vite. « Ce n'est pas à nous. Je le jure. Je ne sais pas. » « Mélissa, » dit doucement Keller, « j'ai un chien de détection dressé qui ne cesse de réagir à la vue du mur de ton salon. Ta fille a disparu. Tu dois me dire la vérité. » Les larmes montèrent aux yeux de la femme. « Je ne savais pas. Je ne savais pas que Ted avait mis quelque chose là-bas. » « Mettre quoi ?» insista Keller. « Je ne sais pas, » murmura Mélissa. Mais Keller avait déjà de quoi agir. Elle demanda un mandat d'expertise cet après-midi-là. Le lendemain, après avoir obtenu l'autorisation, une équipe de techniciens arriva et découpa la cloison sèche derrière l'emplacement initial du tableau. À l'intérieur se trouvait un petit coffre-fort mural en acier. Duc, assis tranquillement dans un coin, observait. Keller fixait la porte verrouillée, le cœur battant. « On va l'ouvrir aujourd'hui, » dit-elle, « parce que parfois la vérité ne crie pas. » Elle attend derrière un mur couvert de peinture et de mensonges, jusqu'à ce qu'un chien qui en a trop vu refuse de détourner le regard. On pourrait croire qu'après la découverte d'un coffre-fort mural caché au domicile d'une jeune fille disparue, les choses iraient vite. Que la justice s'abattrait comme une tempête. Mais à Pine Bluff, en Pennsylvanie, les choses allaient plus lentement, surtout lorsque la famille avait de l'argent, des avocats et des relations locales. L'inspectrice Anna Keller avait déjà vu cela, les retards, les excuses, les refus polis. Mais ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant, c'était un chien qui refusait de bouger jusqu'à ce qu'un secret soit révélé au grand jour. Le lendemain matin de la découverte du coffre-fort, Keller se tenait dans le salon des Patterson, les bras croisés, observant un serrurier forer la porte en acier. Ted Patterson n'était pas là où une « urgence » prétendait sa femme mais Mélissa rôdait à proximité, pâle et nerveuse, serrant et desserrant les poings comme si elle voulait prier sans savoir comment. Au moment où le coffre s'ouvrit, Duc laissa échapper un aboiement aigu, puis s'assit. À l'intérieur se trouvait une pile de documents soigneusement empilés, une pochette en velours et une clé USB. Pas d'armes, pas d'argent liquide, juste du papier et du plastique. Keller enfila des gants et commença à vider soigneusement le contenu, déposant chaque objet sur un plateau médico-légal propre. Le premier objet était une chemise en papier craft étiquetée en lettres capitales, Émilie confidentielle. À l'intérieur se trouvaient des photos imprimées. Les premières semblaient normales, Émilie avec ses camarades de classe, une compétition d'athlétisme, une fête d'anniversaire. Mais quelque chose semblait avoir été mis en scène.
Puis une photo est arrivée qui a glacé le sang de Keller. On y voyait Émilie assise dans un café avec un homme d'un certain âge, la cinquantaine peut-être, chauve et portant des lunettes. Il posait doucement la main sur son épaule, mais elle ne souriait pas. Son langage corporel était figé, ses yeux baissés. On ne se sentait pas comme un oncle fier. C'était déplacé. La photo suivante était encore pire. Émilie et le même homme dans ce qui ressemblait à une chambre de motel. Il était assis au bord du lit, elle se tenait près de la porte, les bras croisés. Aucun sourire. Elle semblait prisonnière du cadre. Keller cessa de tourner. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » murmura-t-elle. Mélissa, debout derrière elle, se couvrit la bouche. « Ce n'est pas réel. C'est impossible. Ted ne. C'était juste de vieilles photos de son projet scolaire. » Un projet scolaire? Keller se tourna vers elle. Vous me dites que le projet de fin d'études de votre fille consistait à prendre des photos dans une chambre d'hôtel avec des hommes étranges et âgés? Mélissa secoua la tête, la panique dans les yeux. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je n'ai jamais vu ça. Ted a dit qu'il s'occupait de son projet de fin d'études. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra sur une chaise. Je n'ai pas regardé. Keller jeta un coup d'œil à Duke, qui observait Mélissa, puis reporta lentement son regard sur le coffre-fort. Il y avait autre chose. La pochette en velours contenait deux objets. Un petit médaillon en argent et un mot plié, déchiré sur les bords. À l'intérieur se trouvait une photo non pas d'Émilie, mais d'une autre fille, brune, même âge, mêmes yeux. Au dos de la photo, Molly 2011. Keller la fixa un long moment. Ce nom ne figurait pas dans le dossier Patterson. Elle ouvrit le mot. Griffonnée d'une écriture rapide et anxieuse, elle ne contenait que 3 lignes, je sais ce qu'il a fait. Elle a essayé de me le dire. S'il m'arrive quelque chose, retrouve le chien. Keller le lut 2 fois. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais cette dernière phrase la hanta. Elle jeta un nouveau coup d'œil à Duke. Le chien ne bougea pas, ne sia pas, mais il savait. Il l'avait toujours su. La clé USB était protégée par un mot de passe. De retour au commissariat, Keller l'a remis à l'équipe de criminalistique numérique. Priorisez-la, leur dit-elle. Peu importe qu'il faille extraire tous les éléments techniques des caméras de surveillance, décryptez-les. En attendant, elle retourna au tableau des personnes disparues. Elle prit le dossier d'Émilie et posa la photo du médaillon à côté. Puis elle sortit les rapports d'enquête non résolus concernant Molly Anderson, une jeune fille de 15 ans disparue en 2011, 3 villes plus loin. Jamais retrouvée. Dossier inactif. Mais maintenant, une photo dans un médaillon caché chez une autre fille disparue. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une tendance. Cette nuit-là, Keller n'arrivait pas à dormir. Elle revoyait sans cesse les yeux d'Émilie sur ses photos, ni effrayée, ni même en pleurs, juste vide, comme si elle avait déjà tout dit mais que personne ne l'avait écoutée. Elle pensait à Mélissa, une femme plongée dans le déni ou rongée par la culpabilité. Et elle pensait à Ted Patterson, la seule personne en qui Duke n'avait pas confiance. Elle appela son capitaine le lendemain matin. Je veux surveiller Ted Patterson ou une analyse complète des antécédents. Anna, soupira-t-il, tu cours après la fumée. Non, dit-elle, je suis un chien qui a toujours eu raison. Plus tard dans la journée, l'équipe numérique a craqué le disque dur. Il ne contenait que 2 fichiers vidéo, tous 2 courts et granuleux. Le premier s'ouvrait sur un bourdonnement statique, puis une pièce sombre et une caméra posée sur une table de chevet. La voix d'Émilie, à peine audible, tu avais dit que ça s'arrêterait. Puis une voix masculine, ferme la porte. Fin du fichier. Keller fixait l'écran, l'estomac noué. La deuxième vidéo était encore plus courte, Émilie, face à la caméra cette fois, seule. Elle regardait droit devant elle, les yeux écarquillés. Si je disparais, murmura-t-elle, il dira que j'ai fui. Mais ce n'est pas le cas.
C'est lui qui... La vidéo s'interrompit. Fichier corrompu. Keller resta figée quelques instants. Puis, lentement, elle se tourna vers Duc. Tu as vu ça avant nous tous, n'est-ce pas? Le chien poussa un soupir silencieux et posa sa tête sur sa botte. Elle rappela le capitaine. J'ai besoin d'un mandat pour les comptes de Ted Patterson, et je veux que la surveillance du motel soit retirée du 3 au 7 mars. Vérifiez ses relevés de travail. Il ment. J'espère que vous avez raison, Keller, dit le capitaine, car vous êtes sur le point de vous aventurer dans un champ de mine politique. Je m'en fiche qu'il soit candidat à la mairie, a-t-elle lancé. Cette fille a laissé une trace de pas, et un chien l'a ramassée. Maintenant, c'est à nous de la suivre. Cet après-midi-là, Keller retourna seul chez les Patterson. Melissa ouvrit la porte, le visage rouge et les yeux rougis. Il n'est pas là. Je sais, dit Keller. Mais tu le es. Et je pense qu'il est temps qu'on parle du genre d'homme que tu as épousé. Melissa hésita, puis s'écarta. À l'intérieur, la maison semblait plus froide. La chaleur avait disparu. La photo au-dessus de la cheminée avait disparu, le mur était nu. J'ai menti, dit Melissa d'une voix à peine murmurée. À propos du tableau, du coffre-fort, de tant de choses. Keller resta silencieux. J'avais peur, poursuivit Melissa. Ted contrôle tout, l'argent, l'image. Il a dit que si Emily en parlait à qui que ce soit, c'est elle qui aurait des ennuis. Parlez-moi de Molly, dit Keller. Melissa cligna des yeux. Qui? Le médaillon, la photo, l'année 2011. Melissa déglutit difficilement. C'était avant moi. Ted s'était déjà marié une fois. Sa première femme est morte dans un accident de voiture. Ils ont eu une fille, Molly. Molly a-t-elle disparu? Les yeux de Melissa s'écarquillèrent et elle s'assit lentement. Il a dit qu'elle s'était enfuie. On l'a cherchée, mais personne ne l'a jamais retrouvée. Puis un jour, il a arrêté de parler d'elle, disant qu'elle avait fait son choix. Le pouls de Keller battait fort dans ses oreilles. La voix de Melissa se brisa. Je crois qu'Emily a découvert quelque chose sur Molly ou sur lui. Et puis elle a disparu, elle aussi. Keller sortit vers sa voiture et resta assise un long moment au volant. Elle regarda Duc, blotti silencieusement sur la banquette arrière. On ne piste pas les gens, murmura-t-elle. On piste les secrets et dans cette maison, les murs en étaient couverts. C'était presque drôle, d'une certaine manière malsain. Ted Patterson souriait sur chaque photo, chaque carte de Noël familiale mise en scène, chaque publication Facebook, chaque réunion publique. On pouvait parcourir sa vie en ligne sans jamais y voir une ombre. Mais Duc n'avait pas besoin d'une ombre pour savoir que quelque chose clochait. Le chien se fichait des photos souriantes, il aboyait contre la vérité qui se cachait derrière. Jeudi matin, l'inspectrice Anna Keller disposait du rapport complet sur Ted Patterson, et les failles commençaient à apparaître. Son agence immobilière était loin d'être aussi prospère qu'il le prétendait. 2 SARL liées à son nom avaient été dissoutes après des enquêtes pour fraude, toutes deux discrètement enterrées grâce à des accords à l'amiable. Son casier judiciaire datant de la fin de son adolescence était scellé. Pire encore, 2 signalements de disparition d'adolescentes non résolus, l'une datant de 2011 et l'autre de 2008, recoupaient les lieux où Ted avait vécu avant son mariage avec Melissa. Toutes les filles, toutes âgées de 14 à 17 ans, avaient disparu sans laisser de traces. Emily n'était pas la première, c'est peut-être elle qui a laissé des traces. Le laboratoire médico-légal avait enfin restauré la vidéo corrompue de la clé USB. Keller était assise seule dans la salle des preuves, un casque sur les oreilles, à regarder l'écran. La voix d'Emily, calme et posée, « Si vous regardez ça, je suis parti mais je ne me suis pas enfui. Il m'a dit que je n'avais aucune preuve, mais je l'ai gardé. J'ai tout gardé. » Elle tourna la caméra vers le bureau, une série de carnets, une photo déchirée. Il lui a fait la même chose, dit Emily, la fille au médaillon. J'ai trouvé son dossier dans son armoire. Elle s'appelait Molly.
C'était ma demi-sœur. Keller se figea. Il a dit qu'elle était morte, mais j'ai découvert la vérité, la voix d'Emily se brisa. Elle a essayé de s'enfuir. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Puis elle a regardé droit dans l'objectif, et si Duke est encore en vie, suivez-le. Il l'a toujours su. Keller ne dormit pas de la nuit. Elle était assise dans son appartement, Duke recroquevillé à ses pieds, le poids de la valise pesant sur sa poitrine. La jeune fille avait hurlé pour se taire, mais personne ne l'avait écoutée, sauf le chien, et il était temps d'agir. Vendredi matin, elle se présenta devant le juge, dossier en main. Je demande un mandat de perquisition complet pour la résidence des Patterson, tous les véhicules et biens commerciaux, y compris le stockage hors site, dit-elle d'une voix ferme. Le juge haussa un sourcil. Sur quelle base? Le témoignage d'une jeune fille disparue dans une vidéo retrouvée, a déclaré Keller. Des photos d'elle avec un homme adulte non identifié dans une chambre de motel privé. Des preuves de la disparition d'autres mineurs liés aux adresses précédentes de la victime. Et un chien qui a identifié indépendamment plusieurs lieux de dissimulation de preuves. Le juge plissa les yeux. Vous faites témoigner un chien maintenant? Keller se pencha en avant. Votre honneur, ce chien a déjà travaillé plus sur cette affaire que 3 patrouilles réunies. Et la fille l'a dit elle-même, suivez-le. Je ne l'ignorerai plus. Un silence. Puis le juge signa le mandat. Que Dieu vous vienne en aide si vous avez tort, Keller. Cet après-midi-là, une équipe de 8 agents procéda à la perquisition. Ted Patterson n'était pas chez lui, mais Keller y était, tout comme Duke. Duke retourna d'abord près de la cheminée. Le portrait qui avait remplacé le tableau de la prairie avait disparu, mais derrière le cadre vide, encastré dans la cloison sèche, Keller découvrit un second compartiment caché. À l'intérieur, un reçu de motel, un téléphone prépayé et un petit carnet. Le carnet était celui d'Emily, son nom était écrit dans un coin au stylo bleu incliné. À l'intérieur se trouvaient des listes, des noms, des lieux, des adresses de motels et des plaques d'immatriculation. L'une d'elles se démarquait, Unité 7, Ridgeview Storage. Payés en espèces, 100 pièces d'identité c'était leur piste. Les enquêteurs arrivèrent au centre de Ridgeview dans l'heure. Le directeur ne voulait pas d'ennui. Bien sûr, Monsieur Patterson loue l'un des nôtres, dit-il en feuilletant les dossiers. Toujours payé en espèces, toujours poli. Il les conduisit à l'unité 7, une porte métallique avec un cadenas rouillé. Keller força le cadenas. À l'intérieur, des meubles recouverts de bâches, des cartons, un matelas enveloppé de plastique et une caisse de la taille d'un gros chien, taché. Duke grogna. Ils trouvèrent de vieux polaroïdes dans une boîte, sans étiquette, des files différentes, des villes différentes. Ils trouvèrent le même médaillon avec le nom de Molly dans un tiroir. Ils trouvèrent du ruban adhésif, des serre-câbles, des vêtements et, au fond, sous une bâche pliée, les chaussures de course d'Emily. De retour à la maison, Melissa tremblait dans la cuisine. Il avait un garde-meuble, murmura-t-elle. Je ne savais même pas qu'il en avait un. Keller ne répondit pas. Elle parcourut la cuisine du regard, impeccable, ensoleillée, des mensonges incrustés sur chaque surface. On en a assez maintenant, dit-elle doucement. On lancera un mandat d'arrêt contre lui avant le coucher du soleil. Que se passe-t-il ensuite, demanda Melissa, les larmes coulant sur ses joues. Ensuite, se leva Keller, nous trouvons votre fille. Mais Ted Patterson n'a pas attendu d'être arrêté. À cet instant, la police locale a reçu l'appel d'un voisin. Ils l'ont vu partir au volant d'un Ford Explorer gris, roulant à toute vitesse. Le temps que Keller soit prévenu, il avait disparu. Un avis de recherche a été émis. Les plaques d'immatriculation ont été délivrées, mais c'était comme s'il avait disparu. L'homme qui souriait sur tous les portraits avait enfin montré son vrai visage. Ce soir-là, Keller était assise avec Duke dans sa voiture de patrouille devant la maison des Patterson, regardant les informations à la télévision à travers son pare-brise. Les journalistes spéculaient. Les voisins étaient stupéfaits. Tout le monde se demandait,
comment personne n'a pu savoir? Mais Keller savait. Ils l'avaient su, au fond d'eux-mêmes, ils l'avaient toujours su. Ils avaient simplement choisi de ne pas regarder. Seul le chien avait fixé le tableau assez longtemps pour le voir à travers. Seul le chien avait refusé de se détourner. Alors que minuit approchait, Keller reçut un appel. Un motel à la frontière signalait une perturbation. Un homme correspondant à la description de Patterson s'était disputé avec la réception et avait laissé un sac précipitamment. À l'intérieur, un ordinateur portable, un pistolet chargé, un dossier intitulé « Plan de sortie » et une seule photo. Emily, toujours vivante, attachée à une chaise, les yeux ouverts. L'arrière-plan était difficile à situer, un sous-sol peut-être, ou un entrepôt. L'horodatage datait de 2 jours seulement. Keller fixa la photo un long moment. Puis elle regarda Duke. « Tu es prêt ?» murmura-t-elle. Le chien se redressa, alerte. « Bien, dit-elle, parce que nous n'avons pas encore fini. Dans toute affaire de disparition, il y a un moment une limite que l'on franchit où l'enquête cesse d'être une simple enquête pour devenir une course. » L'inspectrice Anna Keller a franchi cette limite dès qu'elle a vu la photo d'Emily, attachée à une chaise, les yeux écarquillés et vivante. Il n'y avait plus de protocole, plus d'attente, plus d'espoir qu'il ne s'agisse que d'une fugue mal comprise. Emily Patterson était toujours en liberté, et l'homme qui l'avait enlevée avait une longueur d'avance. Peu après minuit, Keller entra dans le commissariat de Pine Bluff, Duke à ses côtés. L'ambiance avait changé. Personne ne bavardait. Personne ne demandait s'ils étaient sûrs. Ils l'étaient maintenant. Le motel où Patterson avait laissé son sac, la photo, l'arme, le dossier du plan de sortie se trouvait à 30 km à l'est, juste après la frontière. Cela lui donnait au mieux 6 heures d'avance. L'équipe se rassembla autour de l'écran de la salle de crise tandis que Keller déposait la photo imprimée sur la table. Le décor d'Emily, mur en béton, tuyaux apparents, éclairage zénithal intense. Ça a l'air industriel, dit quelqu'un. Froid, inachevé. Elle est sous terre, dit Keller. Ou en sous-sol. Peut-être un abri anti-tempête. Ça pourrait être un vieux bâtiment, a ajouté un autre. Quelqu'un a parlé d'un vieil entrepôt. Voyez cette rouille près du raccord du tuyau. Keller hocha la tête. Donnez-moi la liste de toutes les propriétés auxquelles Ted est lié. Pas seulement celles en activité, je veux les locations, les vieilles maisons revendues, celles répertoriées dans des sociétés écrans, tous les actifs des 15 dernières années, les agents éparpillés. Elle baissa les yeux vers Duke, maintenant à ses pieds. Il n'avait pas aboyé une seule fois depuis la photo. Il attendait simplement, silencieux, toujours prêt. Allez, partenaire, murmura Keller. Allons la chercher. Au petit matin, ils avaient une liste de 7 propriétés possibles. 4 furent immédiatement écartées, vendues, démolies ou occupées. Il en restait 3, une cabane dans les bois près de Ridge Creek, un entrepôt près de la gare de triage et un ancien pavillon de chasse à environ 45 minutes au nord. Tous isolés. Tous à moins d'1 heure du motel où Patterson avait déposé son sac. Keller choisit l'entrepôt en premier. Elle partit avant le lever du soleil, Duke à l'arrière, la vitre entr'ouverte. La gare de triage était déserte, immobile et silencieuse, à l'exception des cliquetis métalliques lointains d'un train qu'on dételait. La porte de l'entrepôt était rouillée et fermée. Il fallut 2 agents armés d'un pied de biche pour la forcer. À l'intérieur, des piles de vieux meubles, un distributeur automatique cassé et une odeur persistante de moisi. Pas d'escalier, pas de sous-sol, aucun signe de vie. Mais Duke renifla chaque recoin. Rien. Ensuite, la cabane de Ridge Creek, au fond des bois, une longue allée de terre battue, à moitié envahie par les broussailles, menait à une structure en bois affaissée aux fenêtres occultées. Ils entrèrent prudemment, armes au poing. La cuisine empestait le moisi. Des rongeurs couraient sur le sol. Au fond, une trappe donnait sur un vide sanitaire. Le cœur de Keller fit un bond, mais lorsqu'ils l'ouvrirent, elle était superficielle, juste de la terre. Pas de place pour une personne.
pas d'Emily. De nouveau, Duc renifla. Toujours pas dans son état normal. Restait le pavillon. Un trajet de 45 minutes par des routes sinueuses les mena à une propriété délabrée près de Bear Hollow, un petit pavillon de chasse que Patterson avait brièvement possédé lors d'une aventure écotouristique ratée. Le titre de propriété avait changé de main 3 fois, mais n'avait pas été occupé depuis des années. Le porche s'affaissait. L'allée était fissurée. La boîte aux lettres était fendue, mais le générateur ronronnait encore, c'était le premier signal d'alarme. Keller s'approcha lentement de la porte, une main sur son arme, l'autre faisant signe à Duc, qui resta près de lui mais silencieux. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, une odeur d'eau de javel et de peur flottait. Les meubles étaient poussiéreux, inutilisés, mais le réfrigérateur fonctionnait. Le chauffage était allumé. Une bouteille d'eau à moitié vide était posée sur le comptoir. Quelqu'un était passé, ou y était encore. Elle se déplaça de pièce en pièce, dégageant les recoins, vérifiant les portes. Puis elle la vit, dans le garde-manger, derrière les étagères, une porte métallique avec un clavier, un équipement inhabituel pour un pavillon de chasse. « Tu as trouvé quelque chose » cria-t-elle. « Accès au sous-sol » fut la réponse. « Il est verrouillé. » Ils essayèrent des codes rien jusqu'à ce que Keller tape « Molly ». Le verrou claqua. La porte s'ouvrit en grinçant. L'escalier était en béton raide, l'air devenant plus froid à mesure qu'il descendait. Humide, métallique. Au fond, un long couloir étroit. Une lumière vacillait au-dessus de leur tête. Puis Duc se figea au grognement sourd, que raide, les yeux fixés sur une porte en acier au bout du couloir. Keller s'avança à pas de loup, les doigts posés sur le loquet. Elle fit un signe de tête à l'agent derrière elle. 3, 2, 1. La porte s'ouvrit brusquement. « Emily » cria Keller. La fille cligna des yeux sous la lumière soudaine, les mains attachées par des attaches, les jambes tremblantes, mais elle était vivante. Elle était vivante, murmura Keller en se précipitant pour couper les liens en plastique. Emily s'effondra dans ses bras en sanglotant. « Tu es venu. »« On te tient, » dit Keller. « Tu es en sécurité maintenant. » Duc s'avança, la queue remuant doucement. Emily tendit la main et lui toucha la tête. « Tu m'as trouvé. » Keller sourit à travers ses larmes. « Non, tu as laissé une trace. » Il savait juste la suivre. Ils l'ont sortie rapidement. Les ambulanciers ont vérifié ses constantes vitales, déshydratée, contusionnée, mais consciente. Ses premiers mots au médecin ont été « S'il vous plaît, ne m'approchez pas de lui. » Mais Ted Patterson n'était pas là. Il était toujours là, et Keller savait qu'il ne courait pas, mais cherchait une issue. De retour au poste, Emily fit une déposition complète. Elle leur raconta tout, les secrets, les menaces, Molly comment elle avait trouvé un dossier caché dans le bureau de son père, comment elle l'avait confronté, comment il l'avait prévenu que si elle ouvrait la bouche, elle finirait comme sa sœur. Elle s'enfuit, il la poursuivit, la drogua, l'enferma au sous-sol jusqu'à ce qu'elle se calme. Il prévoyait un déménagement lorsque Keller arriva. La photo était censée être un message, une menace, un dernier avertissement de rester à distance, mais elle se retourna contre lui. La chasse à l'homme s'est étendue à tout le pays en 24 heures. Le visage de Patterson était placardé sur les journaux télévisés, les bulletins du FBI et les panneaux d'affichage numérique, mais il n'y avait aucune trace de lui. Il avait effacé ses appareils, vidé ses comptes, pris le maquis, jusqu'à ce que Duc repère une nouvelle piste. Une semaine plus tard, lors d'une visite de suivi dans l'une des anciennes propriétés de Patterson, un entrepôt abandonné voué à la démolition, Keller emmena Duc, au cas où. Et une fois de plus, il s'arrêta non pas devant un mur, ni devant une photo, mais devant une voiture recouverte d'une bâche garée dans un coin éloigné. Il aboya 2 fois. Ils ont emménagé. Sous la bâche, un véhicule volé. À l'intérieur, Ted Patterson, inconscient, respirant à peine, un flacon de pilule vide dans le porte-gobelet. Il a tenté de s'échapper non pas en fuyant, mais en disparaissant.
Mais Duc l'a empêché. Ils l'ont recueilli. Il a été inculpé d'enlèvement, de séquestration, de mise en danger d'enfants, d'entrave à la justice et lié à 2 affaires non résolues rouvertes impliquant des mineurs. Le médaillon retrouvé dans le coffre-fort correspondait à l'ADN de Molly Patterson, officiellement répertorié comme une enquête pour homicide. Le procès aurait lieu des mois plus tard, mais pour l'instant, Keller était assise sur le banc devant le tribunal, la tête de Duc posée sur ses genoux tandis qu'Emily parlait aux journalistes. Elle était courageuse, posée, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle parlait. Il m'a dit que personne ne me croirait, dit-elle. Il m'a dit que si je disparaissais, on dirait que j'avais fugué. Elle baissa les yeux vers Duc. Mais ce chien, il savait que je ne l'avais pas fait. Keller gratta derrière l'oreille de Duc. Il n'arrêtait pas de regarder, dit-elle. Et ça a fait toute la différence. Certaines affaires ne s'arrêtent pas avec l'arrestation du suspect. Elles se dénouent lentement, comme un vieux pull, fil par fil douloureux. Et parfois, ce qui se cache derrière est pire qu'on ne l'imaginait. Ce fut le cas de Ted Patterson. L'homme qui souriait autrefois au gala de charité et siégeait au conseil scolaire portait désormais une combinaison orange et était assis derrière une vitre par balle. Et le monde entier le regardait. L'inspectrice Anna Keller avait déjà assisté à des procès, mais celui-ci était différent. Il ne s'agissait pas seulement d'un enlèvement. Il s'agissait d'une trahison flagrante et du système qui la laissait se reproduire encore et encore. Et au centre de tout cela, sans sourciller, sans jamais détourner le regard, se tenait Duc, le berger allemand qui ne détournait jamais le regard. Plusieurs semaines après le sauvetage d'Emily Patterson, le palais de justice était bondé. Des quarts de journalistes bordaient la rue. Des manifestants brandissant des pancartes se tenaient de chaque côté des marches. Certains réclamaient justice, d'autres affirmaient que les accusations étaient une erreur ou étaient politiques. À l'intérieur, l'énergie était palpable. Patterson était assis à la table de la défense, rasé de près, le costume repassé, s'efforçant de ressembler au père que tout le monde admirait autrefois. Mais le jury n'a pas regardé le costume, mais les preuves et la jeune fille qui s'était levée pour parler. Emily Patterson, 17 ans, a témoigné vêtue d'un pull bleu poudré et d'un jean. Sa voix trembla d'abord, mais pas par faiblesse. Elle avait peur, certes, mais aussi de la colère. Elle raconta au tribunal le dossier secret, Molly, comment son père l'avait averti qu'il était dangereux de poser des questions, comment, dès qu'elle allait trop loin, elle était droguée et emmenée dans ce sous-sol verrouillé où la seule lumière provenait d'une ampoule vacillante et le seul bruit était sa propre respiration, et finalement les aboiements de son chien quelque part en hauteur. Elle leur parla de la clé USB, de la photo qu'elle avait laissée, de la phrase murmurée à l'appareil photo, « Suivez le chien ». Et elle leur raconta comment la police ne l'avait pas cru au début, comment même sa mère détournait le regard, mais pas le chien. Il ne quittait jamais le regard, dit Emily d'une voix plus assurée. Quand les adultes ne l'ont pas remarqué, lui non plus. Il aboyait contre un mur jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute. Elle jeta un coup d'œil vers le fond de la salle d'audience. Duc était assis tranquillement à côté de Keller, et pour la première fois depuis son entrée dans la salle, le jury sourit. L'accusation apporta les preuves, la clé USB, les photos, les reçus de motel, l'inventaire du garde-meuble, les archives numériques reliant les sociétés écrans de Patterson à des propriétés où d'autres filles avaient disparu. Ils visionnèrent les vidéos. Ils tracèrent les téléphones jetables. Ils sortirent le mot dans la pochette en velours. « Je sais ce qu'il a fait, » disait-il. Elle avait essayé de me dire, s'il m'arrive quelque chose, retrouve le chien. Keller se souvenait de ce moment dans la salle d'épreuve, de la première lecture de ces mots. Elle ne l'avait pas compris à l'époque comme maintenant, tout le pays le comprenait. Au 3e jour du procès, les journalistes ont surnommé Duc le détective canin et les réseaux sociaux ont explosé. Justice pour Emily a été tendance pendant près d'une semaine. Mais Keller se fichait des hashtags. Elle se souciait de la suite, car il manquait encore une pièce. À la demande du procureur, Duc fut autorisé à parcourir la salle d'audience en dehors des heures de bureau, sous surveillance, afin de confirmer les réactions olfactives aux preuves et aux photos. C'était inhabituel, peu orthodoxe, mais Duc avait déjà fait ses preuves.
Et, par un jeudi soir calme, dans une salle d'audience silencieuse et vide, Duc passa lentement devant une table remplie de boîtes de preuves et s'arrêta devant une boîte étiquetée. Point affaire non résolue, le dossier Anderson. Il renifla, fit un tour autour et émit un grognement bas et distinctif. Keller retint son souffle en ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvaient les effets personnels de Molly, la photo originale du médaillon, son pull, un bracelet, un téléphone portable fissuré. Duc n'aboya pas, mais resta assis et immobile. De retour au commissariat, Keller réexamina l'affaire non résolue. Molly Anderson, 15 ans, avait disparu en 2011. À l'époque, sa mère, l'ex-femme de Ted, avait affirmé qu'elle avait fugué. Aucun signe d'acte criminel. Mais maintenant, le médaillon, la réaction du chien, l'écriture correspondante sur le mot retrouvé dans le coffre, tout cela indiquait quelque chose de plus sombre. Keller regarda à nouveau les bords déchirés de la dernière lettre de Molly à un professeur, la phrase « Il me regarde quand je dors ». La même écriture apparaissait sur le mot caché dans la pochette en velours. Ils avaient toujours supposé qu'il s'agissait d'Emily, mais le trait oblique correspondait à celui de Molly, et non à celui d'Emily. Molly l'avait écrit. Emily l'avait seulement trouvé. Cela changea tout. Keller remit la note au procureur et, quelques heures plus tard, de nouvelles accusations furent portées, meurtre dans la mort présumée de Molly Anderson, sur la base de preuves circonstancielles et médico-légales. Pour la première fois, le visage de Ted Patterson changea de visage au tribunal. Il ne parla pas, mais ses mains tremblaient. Puis vint Melissa Patterson. Elle monta à la barre, les épaules rentrées, la voix douce. Elle admit avoir négligé des choses. Ted lui avait raconté des histoires sur sa fille perturbée, issue d'un précédent mariage, affirmant qu'Emily se comportait mal et avait besoin de discipline, et elle le croyait. « J'étais aveugle », murmura Melissa. « Il m'a convaincu que ma propre fille était instable. » Elle se tourna vers le juge. « J'étais la seule à avoir jamais vu la vérité, et j'ai contribué à la cacher. » La salle d'audience était silencieuse, à l'exception de Duc, qui laissa échapper un soupir silencieux, presque comme du soulagement. Les plaidoiries finales furent brèves, les preuves accablantes. Le jury délibéra moins de 4 heures et déclara Ted Patterson coupable de tous les chefs d'accusation, enlèvement, mise en danger d'enfants, obstruction à la justice, possession de matériel illicite et, coup de grâce, meurtre au 2e degré dans le cas de Molly Anderson. Sa peine, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pas de négociation de peine, pas de clémence. L'homme qui contrôlait autrefois son image par le charme et le mensonge allait désormais passer le reste de ses jours sous le même silence qu'il avait utilisé pour piéger les autres. Devant le tribunal, Keller se tenait aux côtés d'Emily et Melissa. Les journalistes se pressaient, les micros levés, mais Emily ne prononça qu'une seule phrase avant de s'éloigner. « Il a essayé de nous effacer, mais le chien s'en est souvenu. » 2 semaines plus tard, Keller reçut une lettre manuscrite, sans adresse de retour. On pouvait y lire « Je n'ai pas été courageux ». Le chien, lui, l'était. Il aboyait si fort que le monde entier a fini par l'écouter. J'espère que davantage de gens commenceront à écouter ceux qui ne peuvent pas parler. Il n'y avait pas de signature, mais Keller savait de qui il s'agissait. Dans les mois qui suivirent, Emily retourna discrètement à l'école. Elle commença à faire du bénévolat au refuge local, promenant des chiens à la retraite et participant au dressage de chiens de sauvetage. Duc devint une légende, invité à trôner fièrement lors de conférences, d'écoles et même lors d'une cérémonie dans la capitale de l'État, où il reçut la médaille du service héroïque. Mais peu lui importait la médaille, il se souciait d'Emily. Quand elle s'est penchée pour le serrer dans ses bras après la cérémonie, il a remué la queue une fois et a posé sa tête sur son épaule, de la même manière qu'il l'avait fait dans le couloir du sous-sol juste avant qu'il n'ouvre la porte. Parfois, il faut un enquêteur expérimenté pour résoudre une affaire. Parfois, il faut des années de preuves et de travail juridique. Et parfois, il faut un chien qui ne quitte pas un mur du regard jusqu'à ce que la vérité éclate de derrière. Il y a quelque chose de discret dans la justice. Elle ne crie pas, n'agite pas les mains, elle s'installe lentement,
comme la lumière du soleil à travers les arbres après un orage. Pour l'inspectrice Anna Keller, la justice ne s'est pas faite au son d'un marteau ou aux équipes de télévision qui s'empressaient de plier bagages devant le palais de justice. Elle s'est faite dans la façon dont Emily Patterson a souri pour la première fois depuis des mois, et dans la façon dont Duke a enfin cessé de fixer le mur. Un mois s'était écoulé depuis la fin du procès. Ted Patterson était enfermé dans une prison de haute sécurité de l'ouest de la Pennsylvanie. La maison qu'il remplissait autrefois de secrets avait été vendue, le coffre-fort arraché des cloisons sèches, les tableaux mis en carton et conservés comme preuve. Emily se reconstruisait, elle s'était inscrite à des cours en ligne, retrouvant peu à peu une vie normale ou du moins une nouvelle version. Elle allait maintenant à l'épicerie du coin, recommençait à cuisiner, et ses murs n'étaient plus vides. Elle avait même accroché l'un de ses tableaux, un coucher de soleil flou sur un champ. « Je crois que j'ai enfin compris », dit-elle à Keller un après-midi, sous les chênes, la brise emportant le parfum de la terre et des souvenirs. Ce qu'il m'a pris, ce n'est pas seulement du temps ou de la sécurité. Il m'a pris ma voix. Et je la retrouve. Tu l'as déjà fait, sourit Keller. Duke avait officiellement pris sa retraite du service actif. Sa dernière mission, la plus importante, était terminée. Le département lui avait offert un foyer tranquille à la campagne, mais Keller savait où était sa véritable place. Elle apporta elle-même les papiers chez Emily, tenant le formulaire d'adoption d'une main et la laisse en cuir usé de Duke de l'autre. « Je crois qu'il a déjà été choisi », dit Keller en lui tendant la laisse. Emily tomba à genoux et serra Duke fort dans ses bras. « Tu es sûr » murmura-t-elle. « Il n'a jamais été à moi », répondit Keller. « Je l'ai simplement suivi là où il me menait. » Duke s'appuya dans les bras d'Emily, sa queue cognant contre le sol. 2 semaines plus tard, une invitation arrivait du bureau du gouverneur. Emily, Keller et Duke devaient assister à la cérémonie des héros de l'État de Pennsylvanie, un événement annuel récompensant la bravoure dans l'exercice de leurs fonctions. Le nom de Duke figurait en tête de liste. À la rotonde du Capitole de Harrisburg, bondée de dirigeants locaux, d'anciens combattants, de policiers et de familles, la foule se tut lorsque le speaker s'approcha du micro. Pour son courage extraordinaire, son instinct inébranlable et son service à la vérité, nous décernons la médaille du héros de la vaillance à K9 dont les actions ont directement conduit à la récupération d'un enfant disparu et à l'arrestation d'un dangereux criminel. Le public applaudit à tout rompre. Duke n'aboya pas et ne broncha pas, il se tenait simplement à côté d'Emily, les oreilles dressées, le regard clair, la médaille lourdement accrochée à son collier. Il n'était plus seulement un chien, il était un symbole. Après la cérémonie, une femme s'est approchée avec son jeune fils, qui portait un petit costume de policier, avec un badge en plastique et un petit berger allemand en peluche sous le bras. « Pouvons-nous dire bonjour au vrai héros ?» demanda le garçon. Emily s'agenouilla. Il adorerait ça. Le garçon tendit la main et Duke enfonça doucement son nez dans la paume du garçon. « Est-il magique ?» murmura le garçon. « Non », répondit Emily avec un sourire. Juste du courage. Les médias ont repris l'histoire à l'échelle nationale, le chien qui a trouvé la vérité, un héros K9 découvre un coffre-fort caché et sauve un adolescent, comment une écorce a tout changé. Ce n'est plus seulement un titre, c'est devenu une leçon. Dans les écoles de police, on enseigne désormais cette affaire comme un exemple d'instinct canin et de confiance en matière d'enquête. Dans les cercles de psychologie, le témoignage d'Emily est devenu une source de force pour d'autres survivants. Et dans les petites villes américaines, les familles ont commencé à regarder leurs chiens différemment, car parfois, ils voient ce que nous ne voyons pas. Un samedi après-midi, Emily et Keller se retrouvèrent au parc local où la ville avait autrefois organisé une veillée aux chandelles en mémoire d'Emily, alors qu'elle était toujours portée disparue. Les familles jouaient désormais au frisbee sur l'herbe, les enfants riaient, et le même kiosque abritait une foire artisanale et un stand de limonade. « Il n'aboie plus », dit Emily en sirotant du thé glacé tandis que Duke se blottissait à ses pieds. « C'est une bonne chose », répondit Keller. « Ça veut dire que les murs n'ont plus de secret. » Ils regardèrent un homme âgé et son petit-fils s'approcher. Le garçon le désigna du doigt. « Est-ce le chien héros ?» demanda-t-il.
C'est sûr, répondit Émilie. L'homme marqua une pause. Vous savez, j'ai suivi votre histoire chaque nuit. Ma sœur a disparu dans les années 80. Ils ne l'ont jamais retrouvée. Je suis désolé, dit doucement Émilie. Merci, dit l'homme. Ce que vous avez fait, ce qu'il a fait, a donné à des gens comme moi l'espoir que quelqu'un cherche encore. Émilie posa sa main sur le dos de Duc. Il l'est toujours, dit-elle. Ce soir-là, Émilie retrouva une vieille photo d'elle et Molly, une photo qu'elle avait autrefois gardée précieusement, trop douloureuse à regarder. Cette fois, elle l'encadra et l'accrocha dans le couloir de son nouvel appartement, juste au-dessus du bol d'eau de Duc. Parfois, lorsque la lumière l'éclairait juste, on avait l'impression que les deux filles étaient enfin en sécurité, comme si un chapitre s'était clos, non pas oublié, mais guéri. Finalement, la justice n'a pas rugi, elle a respiré, dans une fille qui a peint à nouveau, dans une mère qui a écouté cette fois, dans une ville qui a appris à ne pas détourner le regard, et dans un chien qui ne l'a jamais fait. De la part de nous tous à Accent Gravero pour les animaux, merci de suivre avec nous ce voyage poignant, une histoire d'instinct, de survie et d'héroïsme discret qui peut changer des vies. Si cette histoire vous a touché, nous serions ravis de vous abonner et de rejoindre notre communauté grandissante de défenseurs des animaux et de défenseurs de la justice. Nous aimerions connaître votre avis. Croyez-vous que les animaux peuvent percevoir des vérités qui nous échappent? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de serrer votre chien un peu plus fort dans vos bras.